avant match. Et regardez ce décor absolument extraordinaire. Nous sommes en direct du stade de l'Académie, le terrain A1. À ce qu'on nous a dit pour ce match Guingamp-Le Havre féminine. Alors, nous n'avons pas voyagé dans le temps. Nous enregistrons simplement cette émission. Nous sommes le 8 mai à 15h14. Voilà. Et on la diffuse donc ce jeudi 9 mai, anniversaire des 15 ans de la Coupe de France 2009. Il y a du Eduardo ici, il y aura Pierre Junior que vous verrez tout à l'heure qui a aussi un t-shirt de fort beau gabarit. Vous voyez donc le menu en dessous de nous. Plaisir, qu'est-ce que ça veut dire plaisir? Eh bien tout simplement on en a pris samedi à Roudourou lors du nul 2 partout contre Saint-Etienne. On a aussi le résumé du match des filles. On fera un vrai voyage dans le temps au montage. On vous proposera le résumé du match ainsi que les réactions de cette dernière journée de D1 Arkema. On parlera du match à venir, le Paris Football Club qui est notre prochain adversaire demain, vendredi. Voilà pourquoi nous sommes en avant-match un jeudi. Pierre viendra nous présenter également la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2. Et puis nous terminerons par deux vidéos très sympas. Un, autour de Roudourou, nouvel épisode. Après avoir suivi les traces d'Éric Le Faucheur, nous irons à la rencontre de la team écran géant de Roudourou. Vous découvrirez ceux et celles qui gèrent toute l'animation des écrans géants autour de Roudourou. 15 ans, eh oui, 15 ans après la Coupe de France 2009 et qui d'autre que Eduardo comme invité aujourd'hui en direct du Brésil. On ira prendre de ses nouvelles et on revivra aussi quelques souvenirs de 2009 avec lui. Et puis le quiz que Pierre nous a préparé, Challenge Profitroll, on rappelle là c'est une balle de match absolue puisqu'il mène 6 manches à 4. Et j'ai déjà rassemblé l'argent, j'étais à 28 € je crois l'autre jour, là je suis à 35. Ce qui veut dire qu'en cas de nul ou de victoire de ma part, c'est plié. Donc je vais devoir me lâcher complètement, être dans l'insouciance la plus totale, comme les Guingampais finalement samedi contre Saint-Etienne, surtout en seconde période. Fais donc très attention à la deuxième partie du quiz, je pense que je vais tout lâcher. Ne concède pas de péno, je vais te la mettre en lucarne, c'est juste un conseil. Revivons donc pour commencer ce Guingamp-Saint-Etienne de beau gabarit, comme disait l'autre Gaëtan juste avant le résumé. On s'est amusé quand même, surtout la seconde période, on a vécu quelque chose de rare cette saison à Roudourou. Ouais, parce que finalement on avait réussi à emmener le public dans son sillage à la maison sur une fin de match. C'est pas souvent arrivé cette année. C'est arrivé, c'est vrai, parfois sur des débuts de match, des séquences dans les rencontres quand même, mais sur la fin de match comme ça on n'avait pas vécu ça depuis un petit moment. Et puis en plus ça a souri à Guingamp puisque Guingamp est revenu aussi au score en fin de match à la 84e minute avec Jacques Sioué. Donc ouais, du plaisir, un Roudourou qui, même en l'absence du COP, pour le coup, a vibré un peu sur cette fin de rencontre aussi. Donc une belle soirée, et c'est vrai que c'est le mot plaisir qui est ressorti finalement de ce match-là. Revivons tout ça en moins de 4 minutes. Guingamp-Saint-Etienne sera la Guingampaise, c'était comme ça. Gaëtan, on y est. Guingamp-Saint-Etienne, coup d'envoi dans quelques minutes sur cette pelouse magnifique de Roudourou. Et encore une fois, il faut être capable de faire basculer les matchs et de faire basculer la situation en sa faveur quand elle se présente. Il faut espérer que ce soir, ce soit peut-être le bon soir. Saint-Etienne joue très très gros aussi aujourd'hui après la victoire d'Angers hier soir. Allez mec, allez direct là. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Messieurs, c'est parti. Allez, 2 minutes, c'est parti. Je crois que c'est des gagnants. C'est des gagnants. Allez, les gars. Centre, tête et but d'Aymen Mouefek, tête décroisée, lui qui marque quasiment tout le temps contre Guingamp. Mouefek, c'est 5 buts en Ligue 2 et 3 désormais contre Guingamp. Il y a de la déception par rapport à la physionomie du match, on mène 2-0 à l'extérieur. L'Aubry, c'est penalty. C'est penalty pour Saint-Etienne. Cafaro Basilio, c'est but. C'est contre-pied parfait. On a l'impression que le scénario va être difficile et malgré tout on a eu plein de ressources, on a continué d'avancer, d'accepter une forme de déséquilibre malgré tout. Et les rentrants étaient bons aussi. Piri avec Vallier qui
essaye de se trouver une position de centre, il est passé dans la surface et là c'est penalty. Et là c'est penalty obtenu par les Nivaliers qui a bien fait de poursuivre son effort. La tribune latérale ouest qui se lève. Allez Amine pour redonner de l'espoir à tout un peuple rouge et noir. Amine El Ouazzani, ouais, c'est pleine lucarne. Amine El Ouazzani pour son 11e but de la saison. Enfin, un penalty transformé par les Guingampais. Guingamp 1, Saint-Étienne 2. Alors peut-être. On était dedans. Après, même s'il n'y a pas le cop, c'était magnifique, franchement. C'était magnifique, franchement. Oh, déviation de Louisère. C'est... Ah, j'ai l'impression que c'est un verre qu'il avait retouché ensuite. En fait, sur le premier coup franc, elle était déjà déviée et j'y étais pas. Cela aurait dû être un corner, selon les Guingampais. Ah oui, c'était corner. Ah oui, c'était clairement corner. Et je me suis dit qu'au prochain coup franc, Mehdi va tirer pareil et après je mets la tête, je me pose pas de questions. Merguem donc pour le coup franc, ça part plutôt bien. Petro qui a touché, Sioué qui marque. Jacques Sioué pour le 2-2. Il fallait du spectacle ce soir, c'est ça qu'il fallait. Il fallait aussi, je pense que au vu de la première mi-temps, se rattraper sur la deuxième, donner au public des buts, de la joie, du plaisir. Jacques Sioué qui marque le 2 buts partout. Un but qui va pouvoir peut-être coûter très cher et peser très lourd. L'Arseneur qui n'a pas pu intervenir sur ce coup franc de Merguem. Pris par le haut du crâne de Petro, mais cette fois au second poteau, on a suivi avec la tête de Sioué qui marque son 2e but de la saison. Guingamp 2, Saint-Étienne 2. Ah, quel bonheur, on aurait même pu aller gagner, non? Bah finalement oui, quand on voit par exemple Gauthier Larsonneur qui a cherché à gagner du temps à la fin, le gardien de Saint-Étienne, ça montre que Guingamp était plutôt dans la posture d'aller marquer le 3e que Saint-Étienne. Donc c'est... Ouais, on a le sentiment que Guingamp aurait presque pu aller le gagner. Il aurait peut-être fallu revenir au score un peu plus tôt, revenir à 2-2 en tout cas un petit peu plus tôt pour avoir cette opportunité-là. Maintenant, bon, ça restera dans cette saison un match sympa vécu à domicile. Et Guingamp qui encore une fois a pris 4 points sur 6 possibles contre un cadre du championnat, comme c'était le cas aussi contre Auxerre. Et à noter, tu parlais de l'Arseneur qui s'est blessé sur un de ses derniers dégagements, à faire le crabe visiblement avant de dégager, ça lui a pas porté chance et apparemment c'est fin de saison de ce qu'on nous a dit pour l'ancien gardien de Saint-Étienne. Les filles, on y vient. Gaëtan, toi tu as suivi un petit peu la saison des féminines avant le verdict donc de ce dernier match. Comment qualifier un petit peu la saison des filles de Ruffier? Bah plutôt réussi quand même, parce que déjà l'objectif numéro 1 il est là, le maintien. On retiendra aussi que c'est une équipe qui est restée constamment dans le dernier quart du championnat malgré tout. Donc voilà, entre la 9 et la 12e place, mais Bordeaux a assez vite été décroché. Guingamp, en gagnant les matchs clés, c'est-à-dire en battant Lille et en battant aussi du Bordeaux, a réussi finalement à se mettre à l'abri assez vite, même s'il y a eu une petite frayeur juste avant l'avant-dernière journée, puisque Lille était revenu à quelques encablures de Guingamp, mais Lille, en perdant son avant-dernier match, bon voilà, le suspense a été éteint. Non, une saison qui a été un petit peu dans la continuité de la précédente finalement, même si le coach avait changé puisque c'était Mathieu Ruffier et non pas Frédéric Biancalani. C'est une équipe qui est restée un peu dans la continuité avec, oui, quelques difficultés, avec une équipe plus ou moins jeune, mais qui a réussi finalement à aller chercher ce qu'elle était venue chercher, c'est-à-dire ce maintien en D1. En D1. En D1 maintenant. Avant la première ligue l'année prochaine, Guingamp-Le Havre, comment ça s'est passé sur la Guingampaise? Là, à l'instant T, on ne sait pas. Mais au moment où cette émission sera diffusée, on le sait. Donc voilà un petit résumé avec également les réactions d'après-match. Oui, bon, c'est je pense une chance de recevoir au dernier match et en plus de pouvoir le jouer libéré chez nous et de se fixer une barrière de points un peu plus haute que celle qu'on a aujourd'hui. Ah, je te coupe parce qu'il y a une première occasion avec Teinturier et déjà l'ouverture du score, 1 minute et 20 secondes de jeu, 4e but de la saison pour Laurie Teinturier sur une récupération des Guingampaises. Passer le centre, capté malheureusement. Gaëtan, c'est à toi. Oui, Pierre, je suis avec un invité ici à l'académie, puisque l'entraîneur d'en avant de l'équipe de Ligue 2, Stéphane Dumont, est avec nous. Bonjour Stéphane. On a eu entraînement ce matin, voilà, on a bossé un peu au bureau, voilà, le match est sur les installations, donc c'est normal de venir soutenir dès qu'on le peut. C'est pas évident parce qu'on n'est jamais aux mêmes horaires, mais dès qu'on en a l'occasion
et qu'on est ensemble en plus sur un jour de semaine, c'est agréable. Et attention la perte de balle. Voilà au milieu du terrain et Ben Yahya qui va pouvoir peut-être en profiter avec maintenant FA pour la frappe et l'égalisation. L'égalisation de Chancel. FA le côté gauche, le 1 contre 1 avec Loutse, Traoré qui est passé. Oh, il y a faute et penalty, non? Et c'est penalty. Bien joué de la part d'Aïssata Traoré. Allez, Anthony, il faut faire le vide. Elle prend son temps, elle s'élance. C'est arrêté malheureusement par la gardienne havraise. Elle avait frappé à mi-hauteur sur le côté droit. On va mettre Plenax, ballon dans la surface maintenant. Oh, avec un centre vers la tête d'FA. Ben Yahya qui met la tête aussi, le pied maintenant et qui marque le deuxième but. Elle a été plus puissante, plus présente que Jézéquel. Mendy qui est dépossédé du ballon par Peniguel, le 1-2 dans la surface. Peniguel jusqu'au bout. L'égalisation magnifique de la part des Guingampaises, le petit 1-2. Et Peniguel qui tout de suite, après le deuxième but havrais, vient égaliser pour les Guingampaises. 5e but de la saison et surtout 4e but en 4 matchs. J'ai dit 3-2. Mon petit Pierre, j'ai dit 3-2. Attention. Attention surtout à ce ballon dans la surface. FA qui est passé devant Renard, le centre en retrait. Ben Yahya peut-être pour le doublé. Et le doublé de Ben Yahya. Bon, eh bien 3 buts en 5 minutes dans cette rencontre. Les Havraises qui reprennent l'avantage. N'arrive pas à stopper Cancé qui fait un match monumental. Petit ballon pour FA et le 4e but du Havre. Insaisissable Laurie Cancé dans ce match. Elle s'est baladée plein axe, le petit ballon en profondeur pour FA qui évade de son doublé. Le tacle de Jézéquel au milieu de terrain et attention, pourquoi pas là sur cette action Daoudi qui avance et qui peut servir Marie-Charlotte Léger sur le côté gauche. Le centre, attention, ce ballon traîne et il termine au fond des filets. La réaction guingampaise, le centre-tir de Marie-Charlotte Léger, elle est entrée en jeu il y a un peu moins de 10 minutes. Tu veux centrer ou tirer déjà? Je reçois la balle, la première intention que je vais faire c'est crochet centré. Et après j'ai vu qu'elle était dans le but, donc oui je voulais centrer. Pour être franche avec vous, je voulais centrer. Ouais, plutôt déçu, on aurait aimé bien finir ici. Surtout que nous on avait mis un point d'honneur à être solide à la maison. Donc en plus d'avoir perdu, on a pris beaucoup de buts. Donc un peu déçu de la dernière journée, ouais. C'est sûr qu'on est un peu frustré parce qu'on menait 1-0. Après on a su rebondir et revenir à 4-3. On y croit jusqu'à la fin, donc on aurait pu croire au 4-4. On voulait gagner ce match et je pense que s'il restait 10 ou 15 minutes de plus, on aurait pu revenir au score. On a pris des buts un peu bêtes, mais bon, on a été dominé quand même dans le match. Elle pouvait aussi marquer plus de buts que ça, donc je pense que le match il est mérité. On n'a pas été forcément au top de notre niveau comme les matchs précédents. Cette saison, vous avez eu peur ou pas, comment vous êtes senti cette saison? Ouais, c'est sûr, ça a été compliqué le match, comme ça a toujours été compliqué. Après, on sait qu'on avait un bon groupe. On a eu des blessures aussi qui nous ont fait un peu mal, je pense. Et on a su pareil rebondir et jouer de nos forces et de nos qualités individuelles et collectives surtout, parce que c'est vraiment le collectif qui a primé, je pense, cette saison. Et on a réussi à s'en sortir et se maintenir avant la dernière journée, donc c'est cool. Je pense qu'il y a des matchs où on a été au top de notre niveau et si on avait joué ces matchs, je prends l'exemple par exemple contre PSG, on a été au top de notre forme. Et si on jouait tous les matchs comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, on ne serait pas à notre place 10e au classement, mais on aurait pu être 5-6e si on avait été performant tout au long de l'année. Voilà pour ce Guingamp-Le Havre, ça s'est passé comme ça sur à la Guingampaise. Regardez comme il est beau, montre-nous ton t-shirt Pierre Junior. On a décidé que ça allait se passer, Pierre Junior, on ne savait pas Pierre, Pierrot, Pierre Perrault, PhD, non, Pierre JR, voilà, Pierre JR avec nous pour nous parler de la journée de Ligue 2 dans un instant, donc avec son super t-shirt de la finale 2009. Gaëtan, Paris Football Club, donc, dernier déplacement de la saison. Peut-on parler de déplacement quand on sait que très souvent Guingamp réussit bien là-bas, avec aussi pas mal de supporters. Le parcage sera visiblement bien rempli d'ailleurs à Charletti ce vendredi. Tu as préparé tes notes, c'est à toi. Parle-nous de ce Paris FC où évolue toujours notre ancien Guingampais Jules Godin. Exactement, ouais, un match à l'extérieur pour en avant. Alors oui, ça a plus la sensation d'un match à l'extérieur que les autres années. Pourquoi? Parce que désormais il y a un peu de monde à Charletti. C'est un club, le Paris FC a décidé de la gratuité pour l'ensemble de ses matchs.
toutes compétitions confondues. Donc bon, ça amène un peu de monde quand même. C'est une équipe qui d'ailleurs a retrouvé une certaine solidité à domicile sur la phase retour essentiellement. 4 victoires consécutives à domicile pour les Parisiens et une seule défaite sur les 10 derniers matchs de Ligue 2 à la maison. Ça montre quand même une vraie solidité retrouvée avec une attaque qui est plutôt inspirée aussi globalement. D'ailleurs, il y a un homme qui est à la manœuvre de tout ça. C'est le buteur du match aller sur penalty. Ilan Kebal, c'est tout simplement le meilleur passeur de Ligue 2. 10 offrandes comme je crois que c'est Gaëtan Perrin qui est à égalité avec lui, le Serrois. 10 passes décisives, donc il est vraiment à la manœuvre de tout ça. À ses côtés, il y a d'autres joueurs également qui font la différence. Je pense notamment à l'Imami Gori, mais c'est une équipe qui tourne bien depuis un bon bout de temps, qui avait assez mal démarré sa saison, 3 défaites sur les 3 premiers matchs je crois. Bon, ça s'est repris ensuite, et sur la phase retour c'est une équipe qui a un meilleur bilan d'ailleurs que Guingamp, 28 points sur la phase retour, 24 pour en avant. Et surtout le Paris FC, c'est aucune défaite cette saison après avoir ouvert le score. 13 victoires et 2 nuls lorsque le Paris FC a marqué en premier. Le Paris FC qui a marqué en premier sur presque la moitié de ses matchs, 15 sur 36, donc c'est pas tout à fait la moitié, mais enfin on n'en est pas très loin quand même. Et 13 victoires après avoir marqué pour 2 nuls. Voilà, c'est une équipe qui arrive quand même bien souvent à prendre les devants, et c'est surtout le cas ces derniers temps au Stade Charletti. Voilà, donc PFC Guingamp, ça sera demain, match à 20h45, donc prise d'antenne aux alentours de 20h30 à la Guingampaise. Pierre, c'est à toi donc la 37e journée de Ligue 2. Où sont les enjeux? Qui peut monter? Alors qui peut descendre? On a quasiment la réponse. Mais voilà, dis-nous tout sur cette avant-dernière journée. Ouais, justement, à 2 journées de la fin, on connaît presque déjà les 4 équipes qui vont descendre. C'est pas encore officiel pour les Stacks qui se classent 17e, et au vu de ce qui s'est passé la semaine passée au niveau des incidents, on peut considérer que c'est terminé pour les Stacks. Donc on va surtout se pencher sur les rencontres de haut de tableau, et notamment il y a un très très joli match entre Saint-Etienne et Rodez, le 2e du championnat et le 4e qui s'affrontent. Les enjeux sont donc simples, les playoffs et la montée directe. Saint-Etienne qui compte le même nombre de points que le SCO d'Angers pour la bataille pour la 2e place. Angers qui affrontera le FC Annecy, une équipe difficile à affronter cette saison, une équipe qui est assurée d'être maintenue, donc ils vont évidemment vouloir s'imposer à domicile face aux Angevins. Et on a également en haut du tableau le leader Auxerrois qui n'a pas encore officialisé sa montée et qui pourra, à 99,9%, et justement ça pourrait être officiel lors de cette 37e journée par un succès ou même un match nul suffirait pour les Auxerrois ce week-end sur la pelouse d'Amiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre. Bon, est-ce qu'on a changé nos pronostics par rapport à chez Georgette? Non. Lui, il a changé parce qu'il avait dit que Saint-Étienne allait finir devant Auxerre, mais il est malin. Alors tu mets qui en 1? Auxerre. En 2? Là c'est dur, mais Saint-Étienne quand même. Saint-Étienne, toujours Saint-Étienne. C'est ce que j'avais annoncé, Auxerre et Ok, donc on reste là-dessus aussi. Attention les gars, j'ai dit Caen en 5. Hein. Ouais, mais quand il y a moyen. Quand il y a moyen. Ah ouais, je reste là-dessus. Rodez PSC, vous avez dit, en 4 et 5. Oui, bon, écoutez, on verra qui aura raison un petit peu plus tard. Pierre, on va justement voir maintenant un de tes reportages réalisés. Alors, c'était lors du match contre Angers, il me semble. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé le tournage, qui on va découvrir dans ce reportage, et qu'est-ce qu'on va découvrir surtout? Eh bien, vous allez découvrir tout simplement comment fonctionnent les écrans géants, les écrans publicitaires que vous voyez à chaque match. Tout simplement, ils sont juste devant vous. Vous regardez peut-être parfois le score, la minute de jeu. Vous allez voir comment fonctionne tout ça, comment est affiché, comment sont affichées toutes ces choses. Vous allez découvrir qu'ils sont une bonne équipe. Je ne vais pas vous dévoiler, mais ils vont vous montrer tout ça dans le reportage qui va suivre. Tu sais comment ça marche, toi, les écrans géants? Non. Eh ben, regarde, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans et moi je m'occupe des écrans géants dans le stade. Moi c'est François, j'ai 24 ans et je gère non pas la partie écran géant principalement, mais surtout la partie écran LED. Donc les panneaux LED, c'est tous les bandeaux lumineux que vous pouvez voir autour du terrain et également là-bas en hauteur sur la tribune honneur. On commande tout ce qui est playlist, d'un match à l'autre, le nombre de passages de partenaires, même les partenaires peuvent être différents, et on gère tout depuis ce tableau de bord. Ce soir, on a la particularité d'avoir une partie du match qui va se jouer en nocturne
Donc il va falloir aussi adapter la luminosité, notamment pour les joueurs, pour les télés aussi pour les spectateurs. Et ici on a aussi l'aperçu, ce qui nous permet d'avoir un visuel en temps réel sur ce qui se passe sur les LED, même si bien sûr on peut les voir ici, mais là ça permet d'être plus précis. C'est surtout un travail qui se fait, je dirais, avant le match. Ça peut prendre un petit peu de temps selon les matchs de mettre à jour les différentes playlists. Et sinon, pendant le match, c'est surtout de veiller à ce que tout fonctionne. Ça peut arriver malheureusement qu'il y ait des petits couacs, mais l'avantage c'est que je suis à côté ou pas loin, donc on peut être réactif et il y a une certaine souplesse. Donc là maintenant on va aller vers une autre petite régie, c'est pas la régie technique du stade, mais c'est la régie technique qui gère toutes les télés du stade et des différents espaces VIP. Donc sur les télés on a différents types de contenus qui passent. On a énormément de contenu concernant les joueurs, concernant les buts. On diffuse du contenu publicitaire aussi, on met en avant nos partenaires, puisqu'on vend certains espaces, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même une cinquantaine de télés entre nos différents espaces. On diffuse aussi l'actualité du club, des féminines, des jeunes, et les différentes actions événementielles, notamment au niveau du commerce, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le foot. Le club organise énormément d'événements avec ses partenaires tout au long de l'année. Là, on a de la chance, tout est quasiment prêt. Donc ici, on avait ce contenu-là qui tournait en boucle, et maintenant on va passer à la télé, à Prime, puisque maintenant on est à moins de 3 minutes du coup d'envoi. Et normalement c'est parti, on va pouvoir voir, ça se met à jour maintenant sur les écrans, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc c'est parti, le match qui va bientôt commencer. Ça c'est un logiciel qui nous permet de programmer des fonctions, des boutons. Par exemple là je viens de mettre pour le prochain match à domicile, et ici je lance la commande et ça y est, ça s'active sur les deux écrans géants. Petite nouveauté aussi de ces dernières journées, on a développé un programme qui dès qu'on touche sur une touche qui est pas très utilisée sur le clavier, la touche racine carrée, en fait ça lance le bruit du but. Donc voilà, la petite tac, c'est histoire d'être plus réactif aussi d'un point de vue sonore, parce que en fait on s'est rendu compte que aller sur le logiciel, choisir l'animation, ça peut prendre un peu de temps. Journée après journée avec François, on essaye d'améliorer le système pour que ça soit plus pratique, parce qu'il y a Chloé qui s'occupe le soir de match, tu vas la voir après. Et en fait l'idée c'est que ça soit plus confort pour elle, qu'on soit plus efficace, qu'elle soit plus efficace. Là l'histoire des scores aussi automatiques, ça te permet de gagner du temps, parce qu'avant on ouvrait un Photoshop qu'il fallait éditer soi-même, être attentif sur les scores toutes les 15 minutes, c'est assez lourd. Ah oui, c'est module. Bon François, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut? On a tout ce qu'il nous faut, François? Tout fonctionne. Tout Antoine, okay. C'est bon pour nous? Tout fonctionne, oui. Ouais, super Antoine, bravo. Félicitations, des excellents collaborateurs. Et puis donc nous avons avec nous aujourd'hui Romane. Bienvenue Romane. Bienvenue. Merci. Essai module. Donc ici ça fonctionne, on va faire un essai sur le stade. Essai module sur le stade, c'est bon. Voilà, tout est bon, tout est prêt. Merci beaucoup. Il s'agit des joueurs de notre équipe, des joueurs de notre club, les joueurs de En Avant Guingamp. Allez, c'est parti. On va découvrir cette magnifique composition. À nouveau ce soir, nous allons retrouver notre gardien de but, Enzo Basilio. Il sera titulaire ce soir, bien sûr, dans l'axe numéro 27, Maxime Silis sur son couloir. Allez, on a également le patron, numéro 24, Pierre Lemonnier. Moi, pendant le match, j'attends globalement qu'il y ait un but. Plus toutes les 15 minutes, on affiche les scores des autres matchs en cours. Donc on a un système Python en fait, qui va chercher les scores directement sur le site de la Ligue. Et comme ça, ça nous évite de les recopier. Donc ça prend à peu près 15 secondes. Et après, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton qui va avec.
là en l'occurrence 30, et ça lance directement sur les écrans. Donc là il a un peu plus de 21h et la nuit commence à tomber. Donc on va un petit peu baisser la luminosité des panneaux, très légèrement. Donc là pour le changement, souvent je peux pas voir la sortie de Baptiste Guillaume. Merci d'encourager l'entrée en jeu de Jacques Siway. J'attends tout simplement que le speaker annonce et j'essaye de trouver les noms qui sont juste ici qu'on programme à l'avant-match pour essayer de mettre à peu près au même moment que lui il annonce le joueur qui rentre ou qui sort. Les changements pour en avant Guingamp. Merci d'applaudir la sortie de maillot numéro 11, Amadou Sagna. On encourage l'entrée en jeu du maillot numéro 20, Hugo Picard. Sortie de Victor Lebris, qu'on applaudit bien sûr. Et l'entrée en jeu de Aminel Ouazani. Voilà, Pierre Perrault pour ce reportage avec Chloé, avec François, avec Antoine qui se charge de tout ça. C'est une grosse logistique, donc chaque soir de match. Et vous pourrez retrouver ce reportage évidemment sur YouTube. 15 ans. 15 ans. Toi, je vais te poser la question, mais alors il y en a, c'est l'instant coup de pelle. Pierre, Junior, quel âge avais-tu le 9 mai 2009 ? Eh ben, j'avais 3 ans. Ok, c'est bon, ça suffit, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Toi, t'étais où, mon petit Gaëtan ? J'étais chez moi, j'étais pas allé au stade pour celle-là, j'étais chez moi, mais je me souviens très bien hein, du parcours, de la soirée, de la finale. Je me souviens très bien de tout ça. Ouais, c'était fou. J'y croyais pas forcément au départ, enfin j'y croyais pas. J'avais la peur en fait que ça gagne pas, quoi, tout simplement. Donc voilà, avec le scénario en plus qui me disait waouh, ça va être compliqué, mais bon, c'était vraiment une soirée fabuleuse, une des plus belles évidemment de l'histoire du club, et évidemment avec un homme, hein, Eduardo. Eh oui, Eduardo, on l'a rencontré via visioconférence, bien sûr, cette semaine. Alors, son interview, elle dure 40 minutes. Donc, on va pas vous mettre les 40 minutes tout de suite. Vous prendrez le temps tranquillement de voir ça en replay. Il y aura une partie notamment diffusée lors de la mi-temps du match contre le Paris FC. Mais là, Eduardo revisite pour nous ce parcours et cette finale en 2009. Chers amis Guingampaises, Guingampais, nous sommes le 9 mai. Qui d'autre que lui pour être notre invité aujourd'hui pour fêter les 15 ans de cette incroyable victoire au Stade de France contre Rennes. Eduardo Ribeiro dos Santos, dit Edu Gol. Comment ça va ? Ça va bien. Merci. Ouais, c'est vrai que la finale, en fait, c'est un match un peu compliqué pour toi parce qu'il y avait des défenseurs très costauds à Rennes. Vous avez moins d'occasions qu'à Toulouse aussi. Toi, tu en as une en tout début de match du pied gauche. Richard en a une aussi au milieu du match. Et puis, il y a un gros moment en deuxième mi-temps où avant tes deux buts, moi, je me souviens en commentaire, je dis Eduardo, il n'a pas touché beaucoup de ballons ce soir. Il y a 20 minutes où Rennes domine et où toi et d'autres, on ne vous voit pas ou presque en fait. Oui, je pense que Rennes 2009 aussi, c'était un des meilleurs Rennes que j'ai vu jouer le championnat de la Ligue 1. Je pense que, si je ne me souviens pas, je ne me trompe pas, ils étaient les troisièmes du championnat. La meilleure défense du championnat de Ligue 1. Ouais, c'était c'est possible. Pas facile de marquer des buts contre Rennes. Et en plus, le premier but qu'ils ont marqué, c'était sur moi. C'était moi qui s'était marqué. C'était sur Bocanegra et le ballon, je dis oh là là. Ah, maintenant, c'est difficile pour moi. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Tu lâches le marquage. Je me souviens, tu tombes. C'est quoi? Tu lâches le marquage? T'es battu au duel? Comment ça se passe? Je suis battu au duel. J'étais avec lui et le ballon. C'est trop rapide là, les choses là, de ce terrain. Je regarde le ballon, quand je vois, il passe devant moi déjà et je tombe là derrière parce que j'ai perdu. Je sais pas, je ne me souviens pas si je l'ai poussé ou pas, je ne me souviens pas. Et après, Philippe fait un saut. Tous les jeux, quand Philippe prend le ballon, il dit non, fais pas ça. Et le ballon, il se trouve devant moi. C'est incroyable ce premier but aussi. C'est un cadeau du ciel, hein, que le ballon tombe comme ça.
Voilà, c'est parce que quand le ballon arrive, je saute avec le défenseur de Rennes. Je me souviens, je ne sais pas son nom là. Je crois que c'est Mbia. Mbia, exactement. Je touche lui. Et le ballon, il passe, il touche l'autre gardien. C'était je crois que c'est Hanson, l'autre. Hanson, voilà. Et comme j'étais tout le monde proche, et Hanson, il n'a pas eu la maîtrise du ballon. Il touche lui. Et quand je me tourne, le ballon, c'est devant moi. C'était trop rapide aussi. Et là, c'était facile après. Même pied gauche, tu n'as pas réfléchi? Non, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. Tout ce qui se passait, les deux buts, c'était comme j'ai pensé. Ouais. Quand j'ai vu le ballon, j'ai dit comme ça. Tu sais que le deuxième but, moi j'ai un souvenir très très net. Pour moi, la soirée au Stade de France, elle a duré, tu sais, on a dû rester 4 ou 5 heures au Stade de France, mais moi c'est passé tellement vite que j'ai eu l'impression que ça a duré 15 minutes. Mais je me souviens totalement du moment où Lionel, il te met le ballon, et j'ai l'impression que j'ai vu le but avant que tu tires. Je me suis dit, il va le mettre là et ça va rentrer. Et j'ai l'impression que c'est que toi aussi. Je prépare mon corps aussi. Là. Ouais. Le ballon vient, je sais que j'ai fait un... C'était là-bas. Le ballon, je suis rentré là-bas. Je pensais mettre le ballon, il est parti. Justement où je pensais. Est-ce que tu te souviens avant le match, un jour avant le match, je pensais toutes les situations du but. Comment je fais ce ballon, il fait ça, j'ai besoin de taper comme ça. Toutes les situations du but, je pensais. Quand j'étais à l'hôtel. Ah ouais, comme quoi des fois, tu sais, on dit avec l'expérience, souvent Christian Bassila ou Lionel Matisse, qui avait fait beaucoup de finales, il disait comme conseil aux jeunes de ne pas refaire le match, de ne pas imaginer 150 scénarios. Toi, c'est complètement ce que tu as fait. Complètement. Il y a des jeux qui se prennent beaucoup de pression aussi. Ça, c'est pas bon. Moi, non, j'étais tranquille. J'étais tranquille à la finale. Je suis tellement concentré quand je suis sur le terrain. Je ne sais même pas, je n'arrive pas à voir les supporters. Je n'entends pas. Je suis concentré sur le ballon, sur ma movimentation, où sont mes amis sur le terrain, les adversaires, où ils sont. Je suis tellement concentré que je ne vois pas. Et est-ce que c'est pour ça, notamment, que tu nous avais avoué que tu ne savais... Ah non, pardon, c'est Lionel Matisse qui avait dit qu'il ne savait pas que c'était toi quand il décale le ballon. Ouais, je pense aussi. Lui aussi, tranquille. Je pense qu'il voit seulement le maillot. Bon, ouais. Non, ça a bien servi. Et je voulais te demander justement, alors je remonte un tout petit peu le temps, entre le but de Rennes et ton premier but, il y a quoi, 2 minutes, 1 minute 30? Est-ce que tu te souviens de... Je pense qu'un peu plus. Ouais, ou 3 minutes, il n'y a pas énorme. Ça arrive même à 7 minutes après le premier but. Ah, je crois que... Attends, je vais regarder. Il me semble que c'est pas longtemps. Je crois que Rennes, il marque à la 69e et toi à la 61e. Rennes-Guingamp 2009. Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Rennes, il marque 69e et toi 72e. Donc il y a 3 minutes. Mais peut-être que dans ton esprit, ça a duré plus longtemps, justement. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu disais, oh merde, j'étais au marquage, je suis tombé, c'est de ma faute? Bien sûr. Ouais. Voilà. Je pense que si je ne marque pas, juste à la fin du match, j'ai passé toutes les minutes sur le terrain en train de penser ça. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai laissé marquer le but? C'était bien ça parce qu'après, j'étais plus libéré après le premier but. C'est vrai qu'on a l'impression que votre égalisation, c'est le tournant du match parce que, d'une part, vous, on avait l'impression que vous voliez sur le terrain. Vous étiez des oiseaux au-dessus du terrain. Et Rennes, par contre, ils ont tout perdu. Ils ont perdu le fil. Ils faisaient n'importe quoi. C'est le sentiment aussi que tu gardes 15 ans après? Oui. Après le match, l'égalisation, tout a changé. Nous, pas moi seulement. Toute l'équipe, ouais. Notre équipe, on a fait notre jeu. Rennes aussi, il a perdu un peu l'organisation. Il voulait marquer le but. C'est Ligue 1, c'est le meilleur club. Il faut gagner n'importe comment. Et je pense que c'est ça qui a changé le match aussi.
Et nous, on a resté toujours organisé, on a resté toujours concentré, on a joué le ballon, on a gardé plus le ballon. On a eu plus de chances aussi de marquer le deuxième but avant que je marque. Non, après que je marque. Après aussi, ouais. Après que je marque aussi. Richard Soma aussi, il a eu une chance aussi pour marquer le but. On a gardé beaucoup plus de ballon, on a joué beaucoup plus après. Après, ils étaient aussi un peu dangereux avec nous, mais on peut arrêter des choses comme ça. Mais pas avec le jeu, avec le ballon. Alors, je pense que les grandes chances que Rennes a eu sur le match, c'était avant le but. Ouais. Le but, il y a eu beaucoup d'occasions de marquer. Il y a eu une barre transversale de Leroy, de Moussasso. Ils ont une occasion dans le temps additionnel à 2-1. C'est un centre, une reprise forte. Bako, il n'est pas loin de la mettre contre son camp, etc. Là, c'était chaud. Mais ça a été la seule. Ça a été la seule. Tu nous disais tout à l'heure que quand tu jouais, tu étais dans ta bulle. Est-ce qu'il y a un moment, quand tu as enlevé ton maillot sur le deuxième but ou à la fin du match, où tu as quand même regardé le public autour de toi? Non, pendant le match aussi, je regardais, je vois. Jamais, quand le ballon il sort, on frappe sur le but, tu entends les supporters, oh, tu sais, tu restes calme après, tu vois tout ça. Mais pendant le ballon, je ne vois pas. Je reste trop concentré que je ne me rends pas compte de ce qu'il y a dehors. Je suis totalement concentré au match. Quel souvenir tu gardes de l'après-match, soit de la joie avec tes coéquipiers, les supporters, soit peut-être que tu allais voir un joueur de Rennes, soit la remise de la coupe. De l'après-match, quel souvenir tu gardes 15 ans après? Juste après le match, je ne croyais pas au début. Je ne croyais pas au début. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, j'ai regardé, j'ai vu Wilson Roma, il est tombé sur le terrain, tout le monde. J'ai regardé, je pensais à mes enfants qui étaient là-bas aussi. Je me souviens que j'ai parti là-bas sur l'eau et j'ai pris avec moi sur le terrain. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Je pense que trois jours après, j'ai commencé à me rendre compte qu'est-ce qu'on avait fait. Je pense que quand on arrivait à l'aéroport de Saint-Brieuc, là, j'ai vu que les choses à Guingamp, les supporters sont passionnés pour le club. C'était incroyable. Le stade était très, très joli. Je pense que je n'ai jamais joué dans une ambiance, dans un état comme ça. Et c'était magnifique. Et après, la coupe. Après, je pense que c'était Sarkozy, hein, le président. Oui. Et là-bas, on a pris la coupe et il dit, voilà, on est champion. C'était magnifique. C'était un souvenir inoubliable forcément pour toi, pour tous les supporters de Guingamp. C'est la question qu'on pose à tous les anciens vainqueurs de coupe avec Guingamp, que ce soit 2009 ou 2014. Où est ta médaille et où est la réplique de la coupe? Ici, à la maison de ma mère. C'est pas vrai. Voilà, elle est là. Bon, tu nous feras une petite photo. J'ai pas pensé. Hein. Non, t'inquiète pas. Tu feras une petite photo, on la mettra après. On se souvient que tu étais revenu à Guingamp il n'y a pas longtemps. On sent qu'il y a quelque chose. Et même quand tu partages sur Instagram tes souvenirs de Guingamp, on voit toujours tous les supporters qui partagent, qui aiment, qui commentent. Il y a quelque chose qui s'est créé à jamais entre toi et les supporters. Et ça montre le chemin parcouru. C'était inimaginable quand tu es arrivé en janvier 2007, que tu voulais peut-être aller en Allemagne. Tu te rends compte du chemin parcouru quand même? Et si tu étais allé au PSG, t'imagines? Ouais, oui, je te pensais. Après tout ça, après la finale des coupes, j'ai parlé avec ça aussi, avec les gens. Ma famille était là-bas avec moi. J'ai dit, ouais, les choses plus correctes, c'est de rester à Guingamp. Je pense que je reste pas à Guingamp. J'ai jamais passé de moment comme ça de ma vie. J'étais champion avant. J'étais champion en Suisse aussi. C'est pas la même chose. Hein. J'étais dans un club, une ville qui a 8000 habitants.
trop petit, jouer la Ligue 2 et on arrive à être champion de la Coupe de France. 50 ans après, ça c'est grandiose. Et après ça, je vois, chaque fois, comme tu avais dit, chaque fois que je pars avec quelqu'un de Guingamp, toutes les années, je reçois des messages le 9 mai. Je sais que j'ai une belle histoire. J'ai aussi à faire une belle histoire avec tous les joueurs qui étaient avec moi aussi. C'est pas tout le monde, je pense que ne l'avait pas arrivé aussi. J'ai donné ma contribution, j'ai marqué des buts, mais tout ça, c'est pas Nico Akin. Les 2 premiers matchs qui ont marqué des buts importants. C'était pas Yves Deroff aussi, c'était pas Basila, c'était pas Lionel Mathies, Rouma, Souma, tous les autres. Cette belle histoire que j'ai aujourd'hui avec le club n'a pas existé. Je suis très content. L'année dernière, quand je suis été à Guingamp, les supporters, les stades, l'ambiance, et toujours. Je pense que ça va rester pour toute la vie. Je pense que je vais mourir et ça va rester dans l'histoire du club. Oh bah oui, c'est sûr. C'est ce que je pense, je sais pas. Ouais. Ah non, mais et ça, il n'y a pas d'argent qui achète ça. C'est une belle histoire qu'on a fait ensemble et qui va rester à jamais. C'est vrai que toi, tu es né le 5 août, je crois. On a l'impression que ton deuxième anniversaire, c'est le 9 mai. Exactement, c'est ça. C'est vrai. Voilà. Un jour peut-être, je pourrais être là-bas aussi. Hein. Au revoir. Ah bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On te revoit toujours avec un énorme sourire et de grands souvenirs qui nous reviennent. Tu peux nous montrer un petit peu le maillot pour terminer? Parce que moi c'est une réplique. Là, c'est le vrai. Ah là là, ça, magnifique. C'est le vrai numéro 6. Magnifique. Le maillot de la finale. Le maillot aussi, c'est de ma mère. Tout ce que j'ai, c'est de ma mère. J'ai tous les maillots, elle a tous les maillots de ma vie, toutes les médailles, tout, elle garde avec elle. Eh ben, merci à ta maman, tu lui diras de tout garder. Pourquoi tu avais le numéro 6 d'ailleurs? Parce que tu échangeais avec Bako Koné. C'était quoi? C'était un jeu? C'était quoi? Non. Au championnat, le championnat, c'est le numéro d'expression. Je joue tout le temps avec les 9. Et après le premier match qu'on a fait la Coupe de France, on a fait ça pour rigoler. Tu veux jouer avec quoi? Ah, je vais jouer avec les 9. Je pense que Wilson, il a gardé son maillot 10. Oui. Je ne me trompe pas. Et les autres, on a changé. Je commençais à jouer avec les 6. J'ai dit non, donne-moi la 6. Je joue toute la Coupe de France avec les 6. Ouais, ce qu'on rappelle pour ceux qui ne savaient pas, à l'époque-là, en Coupe de France, les numéros, ils allaient de 1 à 11. Donc par exemple, Richard Souma, qui avait le 20 en championnat, il avait le 7 en Coupe de France. Et donc toi, tu avais échangé avec Bako durant toute l'aventure en Coupe de France. Il a joué avec le 9. Il jouait avec le 9, ouais. Ah ouais. En défense centrale. Il a marqué des buts. Et il a marqué un but contre Le Mans. Ouais. Victoire 1-0 contre Le Mans, un autre club de Ligue 1 à l'époque, c'était en 8e de finale. Et en fin de match aussi, dans les 10 dernières minutes, Guingamp qui avait battu Le Mans, Toulouse, Rennes en Coupe de France, Saint-Étienne en Coupe de la Ligue et qui avait bien gêné Bordeaux aussi, autre club de Ligue 1, cette année-là en Coupe de la Ligue. Edou, merci infiniment d'avoir été avec nous sur À la Guingampaise, notre média guingampais. Vraiment, merci beaucoup de ta disponibilité à chaque fois. Et puis bon, on se retrouve le 9 mai 2025 ou voilà, tu vois, à chaque fois. C'est ça. À chaque fois. Ah, merci à vous. Je vais être toujours dispo pour parler d'en avant de Guingamp. Ah, merci. Salut Edou. Salut. Voilà Eduardo sur À la Guingampaise, c'était un grand plaisir et ne ratez pas le reste de son interview. Il parle notamment d'une grave blessure à la cuisse qu'il avait handicapé sur ses 2 premières saisons guingampaises et d'un transfert avorté aussi au Paris Saint-Germain. Ça s'est pas joué pour une poignée d'heures. Ça sera donc à la mi-temps du match contre le Paris FC demain et puis en replay évidemment sur notre chaîne YouTube, rubrique La Pause Ancien. L'heure est grave. Attends, on va faire la poignée de main quand même. Bonne chance
Bon chance, Gaëtan Pinel. Pierre Perrault, c'est lui qui a les questions. Il y a 2 manches, je crois. Hein. Vas-y, dis-nous tout. Enfin, pas 2 manches, il y a 2 thèmes. Oui, il y a 2 thèmes. Alors, le premier thème, c'est l'épopée 2009 de Guingamp pour ce quiz. Par contre, je sais pas comment vous faites. Qui choisit quoi? On fait pile ou face? On voit. Ah, je crois que j'ai une pièce. Ah, t'as une pièce? Bon, bah allez. Et donc, le deuxième thème, c'est Eduardo, tout simplement. Un de nos thèmes principaux de l'émission. Et donc, bah, je sais pas qui. Ouais, la pièce, t'as une pièce. Bon. Alors, qui? Pour quel thème? Alors. Pile, Gaëtan, tu vois, pile... Pile, je choisis ou pile, c'est... Ah non. Ah ouais. Pile, tu choisis, face, c'est moi qui choisis. Allez, ça. Attention. Alors, attends, vas-y. Sous l'huissier. Ouais, mais c'était quoi pile? Bah, face, c'est moi qui choisis. Ah oui, d'accord, donc... je te choisis... Ah, je sais pas où il peut avoir un point faible. Non, vas-y, épopée 2009. Allez, vas-y, ça joue. Donc je fais une question chacun ou je pose tout d'un coup? Alors, donc tu m'as dit épopée 2009. Alors la première question, je dirais le nombre de points à la fin. Alors, au coup d'envoi de la finale de 2009, combien de nationalités étaient représentées sur le terrain? À Guingamp? Sur le terrain. Attends, en nationalité, tu comptes les joueurs en sélection nationale aussi. Donc tu as Hanson le Suédois, Mbia le Camerounais, à gauche Bocanegra américain, au milieu de terrain tu as Leroy Chérou, Le Moine Danzé, ça c'est du français, So sénégalais 4, Tomer français, il m'en manque un donc je pense que c'est là où je vais avoir faux, Koné Burkina Faso, Felipe Brasil comme Edou, Oruma Nigeria, Cap Vert pour Gilson. Je vais te dire 8, ça va être 9. Je suis sûr que j'en oublie un. Allez, panache 8. J'en ai 12. Mais ou 11. Alors je vais t'expliquer par contre, il faut me dire parce que j'ai un Martiniquais, il a 3 sélections avec la Martinique. Martinique, c'est la donc, France. Ah bah oui, mais bah, de toute façon... T'as demandé en plus pour la sélection. Oui, t'as dit sélection. Et il a 3 sélections avec la Martinique. Ouais, vas-y. Et de toute façon, t'avais pas le bon. Tu m'as dit 8, 9. Ouais. Eh ben c'était 11 du coup. 11 ou 12. Alors j'ai France, Cap-Vert, Brésil, Guinée... Ah, t'as compté Guinée. Ah oui, j'ai compté Guinée. Ok. Non, ah bah oui. C'est très exact. Nigeria, Burkina Faso, Cameroun, Suède, États-Unis, Sénégal et donc le Martinique. Et donc il me manquait Martinique et Guinée. Eh ben possiblement, ouais. Ouais, c'était ça. Okay. Voilà. Alors donc donc c'était sur un point celle-ci. Voilà, c'est corsé. Hein. J'avais annoncé. Donc première question pour Gaëtan. Quel est le nom complet d'Eduardo? Et il me faut dans l'ordre exact. Eduardo Ribeiro dos Santos. C'est une bonne réponse. Et du coup c'est cadeau parce qu'en plus c'est 3 points pour Gaëtan. Donc voilà. Oui, c'est 3 points. J'ai 3 G. Il y a 3, il y a Eduardo Ribeiro dos Santos. Donc ça fait 3 points. Vous êtes témoin, je suis victime d'une injustice absolue. Dos Santos, ça fait 4. C'est toi qui as choisi le thème. C'est vrai. Bon allez, tu vas peut-être te rattraper sur la... Mais si, sur la deuxième question. Alors, les 17 et 18 mars 2009, c'était les quarts de finale de cette Coupe de France. Il y avait justement Sedan Guingamp. Et quelles étaient les 3 autres affiches des quarts de finale? Attends, mais il y a vraiment un thème. J'ai pas choisi le thème le plus facile. Tu avais Toulouse-Lille. Tu avais Rennes-Rodez. Et ben, il va me manquer la 3e. Grenoble contre... Toi, tu l'as? Tu me dis pas, hein, si tu l'as. Attends. Grenoble, il tape qui? Parce que Rodez sort le PSG, ça c'est sûr. J'ai combien de temps, Pierre Junior? Il tape qui, Grenoble? Quelqu'un sait? Pour moi, c'est un club de Ligue. Je vais te dire club de Ligue 1. Un Piccionnais, ils se font sortir par Lille, je crois. Marseille. Non, t'as un Lyon-Marseille, je crois. Qu'est-ce que t'avais? Le Mans, on les sort nous. Ouais, encore 10 secondes. Ouais. Saint-Étienne. Saint-Étienne, dernier mot? Bah, j'ai rien d'autre. C'était Monaco. Grenoble-Monaco. Mais t'as quand même 2 points, c'était la question sur 3 points. Ouais, donc c'est... Bah non, mais... Gaëtan Pinel, 8 points. Oh,
Du coup, deuxième question pour Gaëtan. Alors, Eduardo, il a écopé de 2 cartons rouges dans sa carrière, dont un avec Guingamp. Face à quel adversaire? Carton rouge. Elle est dure celle-là. Laisse-moi un peu de temps parce que là, Eduardo a pris un rouge avec... Ah, je pense que... C'est pas ma réponse encore, mais je pense que c'est Montpellier. Je crois même que c'était là-bas. J'aurais dit à la Mosson. Ouais, je veux dire Montpellier. C'était Angers. C'était Angers, j'ai noté la date, c'est le 31 août 2007, lors d'une défaite 2-1 là-bas. Et alors une information super importante, j'étais au mariage de mon cousin ce soir-là. Je me souviens... Alors je me souviens... Eh ben... J'ai persuadé que c'est Steven Pelé qui est... Mais t'as gagné de toute façon. Bon, bah, écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors on continue quand même pour le beau jeu quand même. Bah oui, alors on vérifie quand même. Sur les 5 derniers matchs de championnat précédant la finale, combien de victoires comptait Guingamp à ce moment-là? Alors attends, je vais essayer de te mettre du panache en te disant les matchs. Juste avant, on perd contre Strasbourg 2-1. Ah, il y a une victoire à Angers, mais est-ce qu'elle est avant la demi ou avant la finale? À domicile, on fait que des 0-0. Il y a 0-0 contre 3. 0-0, non pas contre Amiens, mais il y en a... Sur les 5 derniers matchs, c'est Angers qui va me mettre dedans, parce que je ne sais plus si c'est avant ou après la finale. Non, si c'est avant ou après la demi. Je vais dire une victoire. Bah, c'est la bonne réponse. Et Angers, c'était évidemment dans cette période. Et c'était bien bon pour Eduardo. Pelé avait marqué en fait à Angers le jour-là. Et du coup, il y a combien? Il y a 3-3 là. Oula, alors j'ai pas noté. Ouais, c'est ça. 2, là t'as bon là? Ouais, donc bon, bah, tout se joue là. Balle de match et de saison. Alors, je crois que j'ai le choix entre 2 questions. Bon, tu veux le piéger ou pas? Regarde, je te montre si tu veux. Regarde, donc j'ai le choix entre cette première-ci ou cette deuxième. Avec quoi tu vas le piéger? La première. Alors, quels sont les 2 autres trophées remportés par Eduardo en plus de la Coupe de France? Moi j'ai les 2. Moi j'en ai un sûr, mais pour moi il y a la Coupe de Suisse. Après je sais pas, parce qu'il y a un truc, je sais qu'il fait une montée au Brésil, mais est-ce que c'est compté dans les trophées à l'arrivée? Parce que sa montée au Brésil, est-ce qu'elle est bonne? J'ai le droit du temps, t'as eu large pour trouver Monaco. Bon, la Coupe de Suisse déjà. Et... Si la faut, tu me le donnes. Je vais dire un... Attends, parce qu'en France, il fait rien d'autre avec... Ah, quoique... 8 heures. Il fait une montée avec Metz. La question elle dure 8 heures là. Attends, non, on a le droit de réfléchir. Avec Metz, il joue à Metz en 2013-14. Est-ce qu'il est sacré champion de Ligue 2 avec Metz? Allez, 10 secondes. 10 secondes. Pierre Perrault, félicitations, t'as 25 ans aujourd'hui. T'as commencé l'émission, t'avais 18. Et là t'as 25 ans, bravo. Ouais, j'ai eu du temps. J'ai eu du temps, mais j'ai eu une question à 28 points en vrai. Champion de Ligue 2. Champion de Ligue 2. Ouais. C'est bon, mais sauf que moi j'avais noté Super League en Suisse. Et je sais pas si Super League c'est la coupe. Je suis pas sûr de ça. Ah ouais? Eh ben on considère que c'est bon. Et on donne victoire à Gaëtan alors. Bon. Eduardo Ribeiro dos Santos, celle-là est frappante. Celle-là est frappante pour la différence de but. Mais c'est pas grave les enfants. De toute façon on savait que Gaëtan allait gagner ce challenge Profitroll. Bravo. Par contre il va falloir voir les modalités maintenant. Où, quand, comment. Parce que les meilleurs Profitroll de Bretagne, je sais où elles sont. Mais dans ce cas, il va falloir que ce soit toi qui viennes pour que je te les paye. Et bah ça peut se faire. Faut juste... Le plus dur en fait dans tout ça, c'est de trouver une date. C'est surtout ça. C'est pas de gagner le quiz sur toute la saison, c'est de trouver une date. C'est pas de problème, on va y arriver. Parce que bon, une Profitroll à emporter, si je dois faire Saint-Malo-Guingamp, je sais pas la tronche qu'elle aura en arrivant. Bon, voilà les amis, félicitations à Gaëtan pour cette victoire. À demain donc pour Paris FC Guingamp, 37e et avant-dernière journée de Ligue 2. Puis à la semaine prochaine les amis pour l'émission 18 dans l'avant-match. Tiens, la 17 on n'a pas fait. Kader Touré, Rachid Alioui. C'est Jacques Sioué le 17. Ah, oui. Jacques Sioué,
Qui qu'on a en 17 ouh là 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 là. Non, Lionel Bas c'était le 19 je crois. Bon. Non, Nicolas Gousset c'était le 13. Bon, on va réviser. Allez, salut les amis, bonne émission, en avant, match. Et bon match surtout. Ciao, ciao. Ah, le public m'avait bien poussé, j'allais plus vite avec le soutien du public. D'ailleurs, pour moi, l'un des matchs avec le plus d'ambiance au Roto que j'ai connu. Au-delà de cette action, forcément, c'est aussi les commentaires de Pierre derrière. Voilà, il comptabilisait les mètres. Cette action-là, c'est pas un but pour moi, mais ça reste une des actions dont les gens me parlent le plus.